parler aujourd'hui des inhibiteurs du SGLT2. Alors on en a parlé beaucoup cette matinée et je vais essayer d'être brève et pas revenir sur les choses qui ont été dites et redites. Je remercie les laboratoires Boehringer et on va parler du cœur et du rein du patient diabétique de type 2 et comment faire nous diabétologues à pouvoir faire la part des choses et surtout à screener les patients qui sont les plus à haut risque et qui peuvent bénéficier, qui doivent bénéficier de ces thérapeutiques. Alors aujourd'hui, la prise en charge du patient diabétique en 2024 suscite plusieurs challenges. On sait que c'est une maladie chronique dont les chiffres sont de plus en plus alarmants, mais on sait aussi que c'est une maladie évolutive dans le temps. Il faut lutter d'abord, premièrement, contre l'inertie thérapeutique. On l'a compris, les points forts de l'ADA de cette année, c'était vraiment le contrôle glycémique précoce. Mais aussi, il faut savoir que la maladie cardio-rénale et donc l'éviction des complications cardio-rénale est importante et fait partie intégrante de la prise en charge de nos patients diabétiques. Bien sûr, c'est une maladie qui suscite énormément d'éducation thérapeutique, l'activité physique, et on l'a vu, l'individualisation et l'intégration du patient dans la prise en charge. Alors, dans les premières recommandations de la personne vivant avec un diabète, bien sûr que le contrôle glycémique est important, surtout cette maladie qui est de plus en plus qui augmente dans le temps et on sait que l'hyperglycémie fait partie des premiers facteurs de risque de toutes les pathologies métaboliques. D'ailleurs, dans les méta-analyses qui ont associé les facteurs de risque à l'augmentation du risque d'infarctus du myocarde ou d'AVC, évidemment, l'hémoglobine glyquée était le premier facteur, bien plus que le tabac ou bien d'autres pathologies comme le cholestérol qui ont été associées à l'augmentation du risque cardiovasculaire. Donc d'abord, améliorer le diagnostic très tôt. Je pense que c'est vraiment un message pour la sensibilisation des patients, vraiment très précocement, et ensuite individualiser le traitement. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie, vous l'avez vu après la matinée, une maladie cardiovasculaire d'abord, et une maladie inflammatoire, puisque l'insulinorésistance qui suscite en fait la base et le substratum de cette maladie, va créer un orage cytokinique en termes d'interleukine, en termes de VEGF, en termes de cytokines inflammatoires, qui va créer les maladies athérosclérotiques, l'insuffisance cardiaque, mais aussi les événements rénaux. Alors le consensus 2024 cette année n'a pas changé par rapport aux années précédentes et il met en place et il émet beaucoup de messages. D'abord que la première ligne thérapeutique dépend du profil patient. On a évidemment la metformine qui ne va pas être détrônée puisque c'est une molécule qui date de plus de 60 ans, mais on sait que l'intégration du patient et l'individualisation du patient va faire que certains patients vont peut-être bénéficier d'autres antidiabétiques beaucoup plus tôt et doivent bénéficier beaucoup plus tôt que les autres patients. Ensuite, la place des bithérapies précoces dans justement la même idée de ce contrôle glycémique. Et bien sûr, vous l'avez compris, que les détrôneurs, on va dire, les gagnants du podium, ce sont les inhibiteurs du SGLT2 et les analogues du GLP1 qui, grâce à toutes les études, à tous les essais CVOT, à tous les essais rénaux, ont permis de montrer aujourd'hui une augmentation, une amélioration du risque cardiovasculaire et rénal. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut avoir un effet bénéfique d'un antidiabétique, on veut avoir l'effet de l'hémoglobine glyquée, mais aussi le management du poids, l'insuffisance cardiaque, les effets sur le MACE ou sur les événements cardiovasculaires, mais aussi la néphroprotection. Donc on aimerait bien avoir un antidiabétique qui va jouer sur l'ensemble de ces éléments pour améliorer le bénéfice du patient. Par ailleurs, comme l'a montré cette année à l'ADA, beaucoup de focus sur le poids, le management du poids. Nos patients doivent être considérés sur le paramètre pondéral pour améliorer toutes les comorbidités associées, la NASH, la MASLD, l'apnée du sommeil, bien sûr, tout ce qui est diminution des risques de cancer, etc. Alors maintenant, à la question, pourquoi cet amour pour les inhibiteurs du SGLT2 ? Pourquoi on en parle beaucoup ? Pourquoi depuis 2015 et depuis la première étude en PAREG à l'EASD en 2015 qui avait été faite avec une Stand Innovation, pourquoi depuis beaucoup d'articles et de méta-analyses sur ces inhibiteurs du SGLT2 ? D'abord, pour des données cliniques très probantes en termes d'hémoglobine glyquée, mais aussi en termes de paramètres métaboliques. Et aussi, bien sûr, par rapport à la protection cardiovasculaire et rénale. Donc ça a commencé, bien
bien sûr, par ces études, EMPA-REG, DECLARE, Canvas, où on a montré qu'il y a une évidence aujourd'hui de classe 1 à initier ces médicaments chez les patients qui ont un risque cardiovasculaire, tout simplement parce que ce sont les premières molécules qui ont montré qu'il y avait un bénéfice cardiovasculaire. Donc, à la question des cardiologues, baisser l'hémoglobine glyquée n'améliorait pas la cardiomortalité. En effet, aujourd'hui, on est content, nous, diabétologues, parce qu'enfin, on peut améliorer la mortalité cardiovasculaire de nos patients grâce à ces molécules. Alors, ces essais, notamment par l'empagliflozine, si on prend, puisqu'on a parlé de la dapagliflozine tout à l'heure, mais c'est un effet classe, en effet, et ça nous conforte dans notre pratique courante. Dans le programme EMPROR sur l'essai métabolique de l'EMPA-REG, l'EMPA-REG Outcome sur le cardiovasculaire ou l'EMPA-Kidney, les éléments étaient très probants sur les anomalies. Alors, comment prévenir les complications par les inhibiteurs du SGLT2, notamment cardiaques et rénaux? Sur le plan du cœur, l'essai EMPA-REG, je ne vais pas revenir sur tous les détails, vous le connaissez, il date depuis 2015, il diminue chez les patients qui ont été traités par empagliflozine versus placebo, des patients en effet avec un haut risque cardiovasculaire ou en prévention secondaire avaient un bénéfice très intéressant sur la baisse du triple MACE, sur la baisse des événements cardiovasculaires et sur la baisse de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque versus placebo. Et regardez, ce qui est très intéressant, c'est que les courbes en rouge et en noir vont se différencier très tôt, même au tout début de l'initiation de la molécule. Ce qui montre que des effets hémodynamiques très intéressants et puissants se voient chez ces patients-là. Ensuite, sur le terme du DFG, l'empagliflozine diminue le déclin du DFG et le passage d'une maladie à une maladie rénale. Donc, moins 14% sur le triple MACE, moins 38% sur le décès cardiovasculaire, moins 35% sur l'insuffisance cardiaque, 32% sur la mortalité toute cause et 40% sur les événements rénaux. Ensuite, sur justement cet effet physiopathologique, je ne vais pas revenir, professeur Minaoui l'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est un effet hémodynamique qui passe par l'excrétion du glucose et par cet effet diurétique et natriurétique qui va être très intéressant. Alors, ensuite, sur les standards care, justement, par rapport, depuis les années 2020, et réconforté à chaque fois par les nouveaux consensus, on sait que l'effet sur le poids va être aussi intéressant, puisque ce paramètre métabolique qui va être aussi amélioré par les inhibiteurs du SGLT2 va également se retrouver sur les molécules à efficacité intermédiaire sur le poids. Alors maintenant, sur le plan cardiovasculaire, le souci qu'on a, je pense, nous, en pratique courante, diabétologue, c'est comment screener les patients. Alors bien sûr, il faut une prise en charge multidisciplinaire. Le patient est vu par le cardiologue, le néphrologue, mais le problème, c'est qu'en consultation initiale, on doit screener ces patients pour savoir lesquels sont à haut risque et doivent obligatoirement bénéficier. Quand c'est en prévention secondaire, le problème est résolu, on est tous d'accord, mais quand c'est en prévention primaire chez les patients à haut risque, il a été établi, en effet, des scores. Et ces scores sont intéressants puisque à l'ADA cette année a été présenté des scores d'imputabilité à la maladie cardio-rénale. Et là, en fait, vous avez des calculateurs et il a été présenté le Prevent Online Calculator qui va montrer, quand vous allez mettre tous les indicateurs, un niveau de risque d'un patient qui va le mettre dans la catégorie haut risque. Trois facteurs de prédiction ou de risque cardiovasculaire ou de biomarqueurs de risque cardiovasculaire ont été élaborés cette année en 2024. Il y a le risque cardiovasculaire en dehors de l'obésité, il y a le WatchDM risque et puis vous connaissez le score 2 diabète qui a été publié l'année dernière. Alors vous savez qu'en dehors et que même au-delà de l'index de masse corporelle, il y a quelque chose qui va probablement différencier nos patients, qui va faire que quelqu'un va faire une insuffisance cardiaque plus facilement qu'un autre, malgré qu'ils aient le même BMI. Et en fait, regardez, deux patients à BMI égal, la masse viscérale du tissu adipeux est différente et va faire que ce patient, peut-être avec un viscéral fat à 2,58, va faire beaucoup plus de pathologie cardiovasculaire et d'insuffisance cardiaque que l'autre patient qui a 0,86 de viscéral fat. Mais on ne va pas faire des IRM métaboliques à tout le monde et a été retrouvé justement des biomarqueurs qui vont faire que
que certains patients peuvent aller vers une insuffisance cardiaque, notamment le WATCH-DM. Ce facteur ou ce marqueur de prédiction de risque d'insuffisance cardiaque va se voir justement par le biais du stade, donc les anomalies cliniques, mais aussi des anomalies biologiques et échographiques sur l'hypertrophie et le remodelage, et qui vont faire qu'un patient va faire plus d'insuffisance cardiaque cliniquement positive. Alors, cette identification de patients à risque par l'élévation de biomarqueurs et aussi par des anomalies structurelles et fonctionnelles au niveau écho-cœur va faire qu'on va prévenir plus facilement chez les patients. Le deuxième score qui est plus simple à utiliser, c'est le score TIMI pour l'insuffisance cardiaque, et d'ailleurs qui a été développé dès l'essai SAVOR et qui a été validé dans l'essai DECLARE, et qui va se voir sur des facteurs qui va se calculer sur l'insuffisance cardiaque, la fibrillation atriale, l'antécédent de coronaire, donc d'antécédent vasculaire cardio-coronaire, le DFG, la microalbuminurie ou la macroalbuminurie. On aura un score qui va aller de 1 à 7 pour identifier ces patients à risque. Et bien sûr, plus le score est élevé et plus le patient doit être intégré chez les patients à haut risque cardiovasculaire. Et donc ici, le score WATCH-DM que vous voyez avec des éléments très faciles qu'on voit dans notre pratique courante, va nous permettre d'établir, et par rapport à l'utilisation associée au BNP, biomarqueurs cliniques et biologiques, à identifier des patients qui vont plus faire des maladies cardiaques et de l'insuffisance cardiaque. Et donc, dans la prévention justement et la prédiction, ces patients qui ont des scores élevés et qui vont avoir un risque plus élevé, ce sont ceux qu'on doit vraiment élire et puis plutôt élire à la prévention par l'inhibiteur du SGLT2 et par le contrôle de tous les autres paramètres. Alors, qu'en est-il du rein du patient diabétique de type 2 ? Je ne vais pas m'attarder parce qu'on a eu une très très belle présentation sur la maladie rénale diabétique, on aura encore cet après-midi. En tout cas, la maladie rénale diabétique est une complication commune du diabète de type 2 et du diabète de type 1, bien évidemment, et c'est malheureusement une incidence qui va augmenter par l'augmentation de l'incidence du diabète. Et on sait que la maladie rénale contribue à la mortalité par le biais des événements cardiovasculaires, mais aussi par les comorbidités liées à la maladie rénale, toutes les complications de l'insuffisance rénale chronique et la dialyse. Et donc, dans la physiopathologie de cette maladie rénale, en effet, il y a évidemment énormément de paramètres, donc sur l'inflammation, les cytokines inflammatoires, mais aussi sur cette perfusion microvasculaire et des anomalies de perfusion qui va faire que nos patients, par rapport aussi aux autres facteurs, au stress oxydatif et à la fibrose, vont faire une maladie rénale. Et donc, par ailleurs, ici, les inhibiteurs du SGLT2 vont avoir une action intéressante dans la maladie rénale chronique en diminuant ce critère composite de la maladie rénale et en améliorant le déclin de la maladie rénale, en diminuant le nombre de patients qui vont être hospitalisés, puis le nombre de patients qui va passer en dialyse en maladie rénale. Ici, l'étude justement en Kidney qui montre tous les éléments positifs, et vous voyez tous les paramètres sont au vert pour ces malades qui vont avoir une amélioration et une prévention de leur mortalité par la diminution de ces événements rénaux. Alors, qu'en est-il du risque résiduel ? Il en existe toujours, le risque résiduel. Malheureusement, malgré l'amélioration, malgré les inhibiteurs du SGLT2, malgré l'amélioration du contrôle de la tension artérielle, de la glycémie, quand on a des patients qui ont eu les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, les inhibiteurs du SGLT2, parfois les antagonistes non stéroïdiens, malgré tout, on a un risque résiduel. Sûrement, comme l'a dit professeur LMI, parce qu'il y a d'autres éléments qui prennent justement ce système inflammatoire qui est très activé chez le patient diabétique, et également les autres facteurs de risque qu'on n'arrive pas peut-être aujourd'hui encore à maîtriser globalement. Et c'est pour cela d'ailleurs que le référentiel de néphrologie a été assez clair. Quand et comment utiliser les inhibiteurs du SGLT2 et les glyphosines en pratique clinique chez les patients diabétiques? Il faut prescrire un inhibiteur du SGLT2 chez tout patient avec une maladie rénale, et bien sûr jusqu'à 20 ml de DFG
et qu'on peut maintenir jusqu'à la dialyse pour le bénéfice cardiovasculaire. Alors, qu'en est-il des effets indésirables et comment les prévenir? On sait que ces patients peuvent avoir des anomalies de tension, des hypotensions ou des risques de déshydratation qui restent très très rares. Et donc, chez les patients fragiles, il faut peut-être plus surveiller le DFG, le doublement de la créatinine, assez rapidement après l'initiation des inhibiteurs du SGLT2. D'ailleurs, l'a montré tout à l'heure notre cher néphrologue, où dans la DACADIGO, il a été montré effectivement que le dépistage de la maladie rénale doit être systématique et même aussi très précoce, aussi vite qu'on peut diagnostiquer le diabète, et que après l'hygiène de vie, il faut en traitement de première ligne associer l'inhibiteur du SGLT2. Donc, l'inhibiteur du SGLT2, il a démontré ses effets bénéfiques en termes cardiovasculaires et rénaux, par le biais probablement d'effets métaboliques, mais également d'effets hémodynamiques, diminution de la pression artérielle, diminution de la rigidité artérielle, un aspect hypovolémique important qui va diminuer la pré- et la post-charge du cœur de notre patient diabétique, et bien sûr, sans oublier ce qui nous intéresse, un effet métabolique probant, puisque aujourd'hui, si on prend en considération et comme exemple l'empagliflozine, un effet bénéfique sur l'hémoglobine glyquée et sur tous les paramètres métaboliques quand on le compare par rapport à un placebo ou par rapport à d'autres gold standards comme les sulfamides ou comme les analogues du GLP-1, etc. Et donc une association avec une réduction même d'un effet modeste, certes peut-être de 3 à 4 kilos sur le poids, mais ça reste assez intéressant sur le plan de la graisse abdominale. Et enfin, sur la réduction de la pression artérielle sans augmentation de la fréquence cardiaque et sur une amélioration du profil lipidique. Maintenant, est-ce que ces inhibiteurs du SGLT2 sont safe? Puisqu'on parle beaucoup de bénéfices, est-ce qu'il y a des risques? On va dire qu'il y a des événements indésirables qui peuvent se voir et qu'on doit prendre en considération, qu'on voit dans notre pratique courante, l'augmentation des infections génitales, peut-être des mycoses vaginales, qu'il faut qu'on gère avec le patient, mais avec aussi le partenaire du patient, parce qu'il faut traiter chez le patient et son partenaire, donc insister sur l'hygiène intime chez le patient et le partenaire. Concernant le risque de déshydratation ou d'hypovolémie, on le voit surtout chez les patients fragiles et donc patients auxquels on a associé d'autres médicaments antihypertenseurs, d'autres diurétiques. Et donc peut-être que ça doit passer par une adaptation des autres traitements, notamment baisser les diurétiques dans l'insuffisance cardiaque, et cela se fait avec concertation de nos amis cardiologues. Concernant les risques d'amputation, alors c'est un effet qui a été vu chez les patients qui ont un trouble trophique ou ischémique. Les gangrènes de Fournier n'ont été vues qu'avec la canagliflozine, puisqu'elle a été utilisée à des doses très importantes. Aucun cas de gangrène avec la DAPA ou l'empagliflozine. Par ailleurs, concernant les acidocétoses à glycémie normale, je rappelle que ça reste un effet très rare, moins de 0,05%, surtout retrouvé chez les patients insulinopéniques, chez lesquels on a arrêté l'insuline pour mettre l'inhibiteur du SGLT2. Raison pour laquelle, dans le diabète de type 1, même si ça vient d'être paru récemment pour d'autres glyphlosines, on reste prudent dans le diabète de type 1, puisque l'insulinopénie est un facteur plus facilitateur de la cétose, et que cette cétose dans l'inhibiteur du SGLT2 est à glycémie normale, donc masquée par cette glycémie normale. Mais tout cela fait que ça reste des effets indésirables qu'on va pouvoir gérer, qui ne vont pas du tout nous inhiber la prescription. Au contraire, moi je pense qu'il faut prescrire cette thérapeutique chez le plus de patients, d'abord chez les patients à haut risque cardiovasculaire, en prévention primaire, bien sûr en prévention secondaire, mais n'oublions pas que c'est un antidiabétique oral à part entière qu'on peut utiliser également chez les patients qui ne sont pas à risque, mais à condition, et je pense que c'est un des messages de l'ADA cette année, de commencer le plus tôt possible. Il faut commencer très tôt, parce que c'est que comme ça qu'on peut diminuer l'arrivée des complications et qu'on peut peut-être avoir cette augmentation du bénéfice et cette augmentation aussi de diminution du risque résiduel chez les patients. Alors, on a changé beaucoup nos pratiques et on doit changer, puisque Einstein a dit, si tu fais toujours ce que tu as l'habitude de faire,
ben, tu récolteras ce que tu as toujours récolté. Et donc, pour qu'on puisse avoir de plus en plus de bénéfices, il faut qu'on change et que ce changement de paradigme s'intègre dans notre pratique courante. Je vous remercie pour votre attention.